Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au coin de ma rue. Aujourd'hui on accueille Isabelle Ray-Lefebvre. Isabelle a été journaliste au Monde pendant 20 ans, elle a pris sa retraite l'année dernière. Elle a suivi les sujets de logement pendant 40 ans. C'est un véritable puits de connaissances sur le sujet. Elle a un cheval de bataille. Comment permettre au plus grand nombre d'accéder au logement facilement en sortant l'immobilier de la spéculation. Au coin de ma rue, j'ai croisé Romain Rivato, Guillaume Autier, Frédéric Hutzmann, Corinne Joly, Christophe Robert, Isabelle Ray-Lefebvre, Olivier Descamps. Comme une abondance. C'est quoi des punchlines, j'imagine? Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique, alors que l'objectif était de 80 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade. Mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Bonjour Isabelle. Bonjour Raphaël. Merci de prendre le temps de participer à ce podcast. C'est un plaisir. Vous avez été journaliste au Monde Oui. Pendant combien de temps? 22 ans. 22 ans. De 2000 à 2022. Sur quel sujet? Beaucoup de logements. Ah. Et je crois que je suis un peu à l'origine de l'intérêt du journal Le Monde sur le logement, qui considérait que ce n'était pas vraiment un sujet. Et quand ils ont vu que l'immobilier, le logement pouvaient faire monter les ventes, après j'ai eu toute la place que je voulais. C'est pas rien ça. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours avant Le Monde, pendant Le Monde et aujourd'hui? En fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse au logement et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les organisations de consommateurs. Ça s'appelait l'Union régionale des organisations de consommateurs. Et puis après, j'ai été permanente d'une de ces associations de consommateurs qui s'appelait à l'époque la Confédération syndicale du cadre de vie et qui s'appelle aujourd'hui la Consommation, logement et cadre de vie. Le mot syndicat a été effacé. Et j'ai été permanente de la Fédération de Paris, de la CSCV, devenue aujourd'hui CLCV. Et on s'occupait beaucoup du logement, beaucoup des locataires. Et puis, pour en revenir à la copropriété, qui est votre cœur de métier, on faisait nos petites permanences, on était deux. Et on s'est aperçu que, on faisait des contrôles de charges, etc., que finalement, les copropriétaires avaient moins de droits que les locataires, notamment en matière de contrôle des charges. Et on s'est dit, on va faire une association ciblée sur les copropriétaires. Et donc là, vous avez créé l'ARC. L'ARC, l'association des responsables de copropriété, qui a été vue, et ce n'était pas faux non plus, comme une machine de guerre contre les syndics professionnels. Là aussi, les contacts ont été très rugueux. Et justement, les syndics professionnels en disant « Mais pourquoi vous appelez responsables de copropriété? C'est nous les responsables de la copropriété, c'est nous qui représentons les copropriétaires. » On leur a dit « Non, vous êtes des gestionnaires, plus ou moins efficaces, mais vous êtes des gestionnaires. Les copropriétaires, c'est eux qui décident, c'est eux, d'où le terme responsable de copropriété, avec l'idée d'aider les copropriétaires à s'organiser. » Magnifique. On va revenir sur cette expérience-là. Et donc après, vous avez rejoint Le Monde, si je ne dis pas de bêtises, après avoir créé l'ARC. Alors, oui. En fait, j'ai rejoint Le Monde en 2000, donc. J'ai vu passer 12 ministres du logement. Donc de 2000 à 2022, ça vous dit qu'un ministre du logement, ça dure à peine 2 ans. Ouais. 6 de gauche et 6 de droite. Équilibré. Et depuis 2022 ? Depuis 2022, depuis octobre 2022, je teste le superbe concept de retraite. Retraite active, quand même. Très bien. Vous avez des projets ? Oui, j'ai un projet de livre qui s'appellera, Libérer le logement de la spéculation immobilière. Bon, on va en parler en long et en détail. Parfait. On allait faire un petit tour sur Twitter, parce que vous êtes assez actif sur Twitter. Et on a vu que vous vous définissiez comme passionné par les questions logement et pauvreté. Exclusion. Oui, parce que j'ai suivi la rubrique pauvreté-exclusion pour Le Monde. Et alors, en fait, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier? D'où vient cet intérêt pour le logement et pour les sujets de pauvreté aussi? Les sujets pauvreté, très sincèrement, ça se recoupe avec les sujets logement, notamment sur le sans-abrisme, sur le sans-domicile fixe.
Et puis, au journal, on m'a collé la rubrique et j'ai dit... Ah, c'est elle qui vous a choisi plutôt que vous qui l'avez... Oui, mais bon, ça avait du sens. Donc, Ok. En fait, c'est vrai que ça a un peu coloré ma vision du logement, parce que mon idée, c'était quand même de traiter tous les segments du logement, du plus fortuné au plus pauvre. Et j'ai essayé de faire ça. Ok. Du coup, ça fait 40 ans que vous suivez le logement, environ 44 ans. 44 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution du logement en France et de comment ça est façonné, par quelle période on est passé, et un petit état des lieux, après on reviendra sur la période actuelle. La première évolution, c'est celle qui est en filigrane avec la création de l'association des responsables de copropriété, c'est la copropriété, la montée de la copropriété, la montée de la propriété et de la copropriété dans les villes, avec, et je regardais l'épaisseur du code de la copropriété, un foisonnement assez législatif pour protéger le copropriétaire. Et la vision initiale de la copropriété des initiateurs de la loi, c'était justement de protéger les intérêts individuels du copropriétaire contre la collectivité des copropriétaires. Et nous, dans notre action avec l'ARC, c'était justement d'essayer de renverser ce modèle, de donner plus de pouvoir aux syndicats de copropriété et moins aux copropriétaires pour pouvoir gérer, puisque ça pose des problèmes de gestion. Mais je crois qu'on n'est pas tout à fait sorti de ce modèle individualiste, protecteur de la propriété. Voilà. Et le deuxième phénomène, c'est la cherté du logement. Aujourd'hui, 50-60% des urbains ne peuvent pas se loger. Et est-ce que ça va d'ailleurs avec le développement de la copropriété individuelle ? J'aimerais bien que les chercheurs, les économistes travaillent là-dessus. Je pense que oui. Et dans mon petit tour européen que je suis en train de faire, là où les logements sont les moins chers et les locataires les mieux protégés, c'est là où il y a une majorité de locataires. Je pense à Zurich, à Genève, là je reviens de Berlin. Je pense que la diffusion de la propriété a eu comme conséquence, mais pas seulement, l'inflation sur les prix immobiliers. Ah, parce que justement, on parle beaucoup en ce moment de crise du logement. Donc il y a la hausse des taux d'intérêt, il y a les promoteurs qui se plaignent de ne plus pouvoir construire à cause des actions des maires, il y a la difficulté pour les particuliers d'emprunter. C'est quoi votre vision un peu sur la crise du logement ? Est-ce que c'est quelque chose dont on a toujours dit qu'il y avait toujours une crise du logement, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est particulièrement accentué ? Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une accélération de la pénurie de logements, ce que le logement abordable, accessible. Je dis abordable parce que c'est le langage européen, affordable housing. Oui, je crois qu'il y a une crise plus de l'accessibilité du logement que de la vraie pénurie. La métropolisation, en 2008, les usines sont à la campagne aujourd'hui. 2008, on a quand même assisté à une désindustrialisation assez forte de la France, qui était déjà à l'œuvre, et donc à un renforcement de la métropolisation et donc des tensions dans ces métropoles. Et alors, c'est quoi la solution ? La solution, c'est de revenir à un aménagement du territoire et d'utiliser ces magnifiques villes moyennes que l'on a, ce qui est aujourd'hui possible avec le télétravail, etc. Donc mieux utiliser nos ressources locales, arrêter de mettre tous les investissements en transport, en culture sur les grandes métropoles. Et puis, c'est d'explorer des voies, ce que j'appelle non spéculatives, comme ça commence à se développer, les organismes fonciers solidaires et le bail réel solidaire. Il y a à peu près 76 organismes fonciers solidaires, surtout à l'initiative des collectivités et des bailleurs sociaux. Et il y a 11 500 logements qui vont être livrés. Alors, on n'est plus tout à fait dans l'expérimentation, mais on n'est pas dans la massification, quoi. Ok, et donc il y a le sujet de l'aménagement du territoire, et après il y a un sujet sur lequel
vous avez beaucoup écrit sur le fait, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, de devenir propriétaire ou de rester locataire. Quand, je crois que c'est Nicolas Sarkozy, en avait fait une promesse de campagne où vous en aviez pas mal discuté. Donc pour vous, l'ambition en matière de logement ne doit pas être que chacun accède à la propriété. Non. La France a quand même un parc social non négligeable, 17%. C'est pas le pays qui en a le plus. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le parc social pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est les HLM. Ouais. Il y a 5 millions à peu près de logements HLM, qui est par définition non spéculatif, mais qui a quand même l'inconvénient, et qui s'adresse théoriquement à près de 70% des Français, puisqu'il y a des plafonds de ressources pour accéder à HLM, mais qui a quand même l'inconvénient d'être très administré, plutôt mieux administré aujourd'hui qu'autrefois. On vous attribue un logement, etc. Donc ça empêche un peu une appropriation de ce logement par les habitants, et c'est un peu embêtant. Donc 17% du parc en logement social. Ouais. Justement, c'est là-dessus sur lequel je travaille. Il y a 2 modèles en fait de logements qui sont un peu à mi-chemin entre la location et la propriété. Il y a le modèle des coopératives qui est assez développé. J'étais à Berlin, à Zurich, à Genève, qui est plutôt un modèle allemand, puisque c'est plutôt Zurich que Genève. Zurich, il y a quasiment 25% du parc qui est en coopérative. Alors c'est quoi une coopérative à Alors, Zurich ? Ça veut dire que l'immeuble appartient à la coopérative, et les habitants achètent des parts de la société, c'est pas très cher, c'est 8-10 000, et louent le logement à la coopérative. Ils sont à la fois sociétaires et locataires, comme m'a dit un administrateur genevois. Okay. Et il dit, les locataires, c'est nos patrons. C'est eux qui décident, avec le principe coopératif, une personne, une voix, des investissements, etc. Et donc, ces coopératives anciennes, elles sont nées à la fin du 19e siècle, 1880, etc. Souvent par des ouvriers, c'était souvent corporatiste. Par exemple, à Genève, il y a une coopérative qui s'appelle Les Ailes. C'était les employés de Swissair. Il y avait ceux des chemins de fer, les charpentiers, ceux qui cultivaient le tabac. Enfin, voilà. Donc, c'était souvent des corporations qui étaient à l'origine. Donc ça, c'est un modèle. Et quand vous partez, vous êtes locataire, on vous retrocède vos parts, et puis c'est tout. Et donc, le suivant, il bénéficie du même prix que l'ancien. Donc ça permet de sortir le logement de la... Et il n'est pas spéculatif, ouais. Sauf si l'unanimité des coopérateurs décide d'acheter leur logement. Et c'est ce que j'ai vu à Berlin. Il y a parfois il y a une option d'achat, et donc ça ruine le système. Ah mince, il faut sortir ça. Et alors, qu'est-ce qui nous manque en France pour lancer ça ? Alors, en France, on a choisi un modèle qui est inspiré des États-Unis, qui s'appelle le Community Land Trust, où le land, le terrain, appartient à un trust, une société non lucrative, plutôt un organisme non lucratif, et qui est géré par la communauté des habitants. Nous, on l'a interprété, ça s'appelle les organismes fonciers solidaires, qui détiennent le terrain, et les occupants et acquéreurs achètent le bâti, qui pourront revendre, mais au prix où ils l'ont acheté, un peu indexé. D'accord. Et alors, c'est quelle proportion aujourd'hui en France Alors, en France, ça débute. En fait, c'est la loi de Cécile Duflot, la loi Allure, qui a créé elle a créé les 2 modèles, coopératif et OFS. À peu près, il y a 76 OFS et 11 500 logements en cours. Alors, la différence, c'est que là, les gens achètent le bâti, c'est eux qui empruntent, et ils le revendent. C'est-à-dire quand même, ils capitalisent un peu. D'accord. Ils repartent pas sans rien, si j'ose dire. Donc ça, pour vous, c'est la meilleure solution à ce que vous appelez la pénurie locative, où les gens ont du mal aujourd'hui à trouver un logement, même en location, quoi. Ça me paraît une bonne solution, oui. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ça me paraît une solution intéressante. Et si ça pouvait se développer de telle manière qu'on a un stock de logements coopératifs ou non lucratifs, ça permet de créer un marché, quoi. Ouais. Il y a eu une loi récente qui a fait pas mal parler d'elle sur le logement et la location, c'est la loi Kasbarian.
dont l'idée Un était... projet de loi. Un projet de loi, ouais. Une proposition de loi, non? Ouais. Ouais. Proposition de loi. Ouais. Dont l'une des mesures était de tripler les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est quoi votre point de vue sur le sujet? Parce qu'il y a eu pas mal d'échanges, notamment avec la Fondation Abbé Pierre, le ministre du Logement, le député. Alors, en France, notre tradition, c'est de ne pas mettre les gens à la porte, en effet. Ce dont je me rends pas... Alors, le gouvernement précédent, sous Emmanuel Macron, là, a déjà introduit une procédure assez rapide. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas pour le squat. Et c'est vrai que quand vous avez votre maison squattée, c'est pas... Donc, il y a une procédure administrative. Quand votre maison est squattée, vous avez fait appeler le préfet qui peut faire libérer les lieux, mais à la condition que ce soit un domicile, une habitation, et même que ce soit un domicile, habitation principale ou secondaire. C'est-à-dire que ça serve d'habitation. Là, la loi Kasbarian va plus loin. Elle parle de tous les locaux industrielle, etc. Et puis, c'est ce que dit la Fondation Abbé Pierre, elle criminalise le squat. Je trouve que ça va trop loin. Il me semblait quand même que la procédure par le préfet administratif de dire, il faut virer, moi je trouvais que c'était un bon équilibre. Ok, donc elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Non, elle n'a pas lieu d'être. Et puis alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que... on ne sait pas si le phénomène du squat est vraiment massif ou pas. Je ne le crois pas. Effectivement, il y a quelques professionnels du squat qui repèrent les maisons, qui poussent la porte et qui mettent des verrous. Et en fait, l'idée de dire qu'au bout de 48 heures... Alors, c'est un domicile, le squat, en effet. Le fait de dire qu'au bout de 48 heures, on ne peut pas vous virer, c'est faux. C'est complètement faux. Mais ça reste, même chez les flics, ça reste. Et alors, il y a une population qui est particulièrement touchée par la crise du logement actuel, c'est les jeunes. Oui. Parce que ils ont moins de capital pour emprunter, ils ont moins de garanties éventuellement pour un propriétaire bailleur pour obtenir un logement en location. Est-ce que vous l'avez ressenti dans l'évolution du logement, et est-ce que vous avez des préconisations sur le sujet? Sur le logement des jeunes, oui, enfin, je pense que pour l'accès à la location, qui est quand même en général la première porte d'entrée, moi, j'étais assez favorable à cette caution universelle. C'est quoi ça? C'est Cécile Duflot qui l'avait mis dans sa loi Elan, puis ça n'a pas été mis en œuvre. C'est la garantie locative universelle, c'est-à-dire que c'est un organisme, vous savez, quand vous rentrez dans un logement, on vous demande un dépôt de garantie de 2 mois. Et bien là, vous donneriez ce dépôt de garantie à un organisme public ou parapublic, et c'est lui qui garantirait les loyers impayés et les dégradations. Ok, et c'est lui qui, si le locataire ne paye pas, se retourne contre le locataire. Voilà. Exactement. Ok, d'accord. Pourquoi c'est pas devenu ça? Alors, les professionnels immobiliers ont dit que ça coûterait très cher, etc. Je n'ai pas compris pourquoi ça coûterait très cher. Parce que ça évincerait les assurances privées, puisqu'il y a des assurances de loyer impayées. Donc, et puis, il faut trouver un organisme qui fasse ça. Action Logement était d'accord pour le faire. Je crois que c'est plutôt les lobbies qui ont fait que ça n'advienne pas, quoi. Ça arrive, ça. C'est pas... Ça arrive. Ok. Il y a une question qu'on aime bien poser ici dans le podcast, c'est si vous étiez ministre du Logement demain, oui. Qui sait, quelle serait votre première mesure? Difficile. Alors, d'abord, sur tous les ministres que j'ai vus passer, mes 2 ministres préférés, il y a un de droite, Pierre-André Périssol, PAP, on l'appelait, qui est arrivé en 95, et il y avait eu l'affaire de la rue du Dragon, où Droit au logement avait occupé un immeuble rue du Dragon dans le 6e arrondissement. C'est une technique de droit au logement, d'installer des gens. Et Jean-Baptiste Ayrault, le porte-parole de droit au logement, m'a raconté ça. Il avait su par les journalistes qu'ils allaient être virés. C'était un bâtiment dans une ancienne école
qui avait été acheté par Cogedim et qui devait être transformé en logement de luxe. Jean-Baptiste Ayrault sait, je crois par des journalistes, qu'ils vont être virés le lundi matin. Alors il dit, il faut que j'ai l'abbé Pierre avec moi. Ils s'entendaient bien, ils se connaissaient bien. Alors il va à Esteville. Esteville, c'était la ville où habitait, en Normandie, où habitait l'abbé Pierre. Il arrive un dimanche, la veille donc, et l'abbé Pierre le connaît, le reçoit, il dit « Ah, écoute mon garçon, là, j'ai pas le temps, je dois dire la messe pour les scouts, enfin, laisse-moi 2 secondes, je vais réfléchir. » Et il dit « Bon, écoute, je vais dire la messe pour les scouts, et après tu me trouves un hélicoptère, et on va à Paris, et je serai là pour parler lundi matin, ou dimanche après-midi, ou dimanche soir. » Et il était avec un gars à l'époque qui s'appelait Antenne 2, qui lui dégote un hélicoptère, et les voilà partis dans leur hélicoptère. Ils survolent le triangle de Rancancourt et ils arrivent à l'héliport à Issy-les-Moulineaux. Et l'abbé Pierre fait un discours depuis la rue du Dragon, évidemment en ayant convoqué les journalistes. Les journalistes sont importants dans cette affaire. Et après, j'ai eu le PDG de Cogedim, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a dit « Ah, si l'abbé Pierre est là, je suis foutu. » Et de fait, Chirac, qui était un peu en compétition avec Balladur et qui avait fait campagne sur la fracture sociale, avait dit « Eh bien, on va réquisitionner et on va faire un programme de logement. » Et donc, en 1995, quand il arrive au pouvoir, Pierre-André Périssol est chargé de mettre en œuvre le programme de logement de Chirac, et qui comprenait 3 volets, réquisitionner, et c'est le seul président de la République qui a réquisitionné des immeubles. Alors on était en 95, il y avait pas mal d'immeubles vides, c'était la crise immobilière. Donc il a réquisitionné à peu près 2000 logements qui appartenaient à des institutionnels, des acteurs. Il a créé le prêt à taux zéro pour les accédants à la propriété, et il a créé, pour les investisseurs locatifs, l'avantage Périssol. Donc il avait quand même une politique assez équilibrée, et qu'il a mise en œuvre très rapidement, dès 1995. Voilà. Donc ça, c'est le premier... C'est Périssol. Ouais. Et puis alors, l'icône du logement, c'est Louis Besson, qui a été ministre à 2 reprises, je crois. Et lui, il a fait la loi Solidarité et Renouvellement urbain, qui dit que dans les communes urbaines, il doit y avoir 25% de logements sociaux. Là aussi, bataille homérique au Parlement. Mais c'était incroyable. Il y avait Gilles Carrez qui disait « Mais vous allez nous faire les bars soviétiques, la Karl Marx allait !» Voilà, c'était une vraie bataille, et il l'a gagnée. Et sa loi est utile, efficace. C'est une grande loi. Oui, ils avaient plus d'ambition à l'époque. Et alors vous, du coup, si vous étiez ministre du Logement demain, qu'est-ce que ce serait ? Alors oui, moi, qu'est-ce que je ferais ? Je pousserais les coopératives et les OFS un maximum. Sortir le logement de la spéculation. Sortir le logement de la spéculation. Je taxerais les plus-values. Alors, il faudrait taxer les plus-values de la résidence principale. Mais si c'est ça mon programme, je ne serai pas élue. Parce qu'il y a une majorité en France de propriétaires qui sont plutôt bien logés et qui ne veulent pas renoncer à ça, ce en quoi je les comprends. Voilà. Ça tombe bien, c'est l'heure des questions ping-pong, et dont une des questions est notamment sur les plus-values. Je vais vous poser une série de questions. Le but, c'est d'y répondre le plus rapidement possible. J'ai pas préparé. Hein. Ah bah non, il faut pas préparer, au contraire. Ouais. Sans trop réfléchir, du coup, en donnant instinctivement votre réponse. Alors, est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale ? D'un point de vue individuel, je dirais qu'il faut acheter. En ville ou à la campagne ? Ça, je sais pas. Comme vous pouvez. Comme on peut. En maison ou en copropriété ? Vous n'avez pas le choix non plus. En maison, si c'est à la campagne, en copropriété, si c'est dans la ville. Plus ou moins de mesures de rénovation énergétique ? Plus. Je suis pour doter les copropriétés d'outils financiers pour rénover la copropriété. Il faut créer un livret A de la copropriété obligatoire
et que quand vous rentrez dans une copropriété, vous mettez de l'argent dessus et aussi un petit peu d'argent chaque année. Et il faut que la copropriété emprunte elle-même quand elle fait des gros travaux. On passera le message au ministre. Plus ou moins de taxes pour les propriétaires? Ils sont très taxés par la taxe foncière, ça c'est vrai. Il y a les droits de mutation, je crois que ça fait quasiment 16 milliards d'euros, les droits de mutation, ça se connaît. Mais bon, les droits de mutation, moi je ne suis pas pour les enlever, parce que si vous les enlevez, les prix vont monter, ce n'est pas les acheteurs qui vont les récupérer. Donc, il faut mieux les laisser à la puissance publique. Moi, je serais pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, taxer la plus-value, peut-être, dans certaines zones, dans certaines occasions, etc. Mais c'est très impopulaire, ça. Extrêmement impopulaire. Par contre, le contrôle des loyers, c'est très populaire. Et ça marche? Ça marche un peu, mais on ne s'est pas vraiment donné les moyens. Oui, on pourrait renforcer l'encadrement des loyers, mais avec un système plus efficace. Plus ou moins de taxes sur la succession? Plus. Ah, ça c'est un plus franc. Ah oui, parce que en fait, dans 90% des successions, je crois que le montant moyen de la succession, ça doit être 60 000 euros. Et 90% des successions ne sont pas taxées. Donc, oui, c'est un capital, oui, bien sûr. C'est noté. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a une personne experte du logement ou qui aurait des histoires à nous raconter intéressantes que vous pensez qu'on devrait inviter? Quelqu'un qui vous vient en tête? Catherine Sabat, qui a créé mais elle est très occupée, qui a créé un espèce de think tank sur le logement qui s'appelle Idéal. D'accord. C'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait avec des chercheurs. Elle commande des études, etc. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, son Idéal. Et alors, si on avait une question à lui poser, quelle serait-elle? La question du foncier et de la spéculation est aujourd'hui au cœur des débats quand même. Tout le monde se pose la question, même les promoteurs se posent la question de est-ce qu'il faut que le foncier soit bien commun? Parce que ce que je n'ai pas dit dans le système d'OFS, BRS et dans le Community Land Trust, c'est que le fait de dissocier le terrain du bâti permet d'extraire le prix du terrain ou de l'allonger sur, par exemple, un bail de 100 ans, et donc de baisser beaucoup le prix du logement. C'est-à-dire que les gens, ils acceptent qu'il n'y ait pas de plus-value, qu'ils aient pas tout à fait un droit de propriété, mais un droit de propriété au rabais, si j'ose dire, mais parce qu'ils peuvent acheter 2 fois moins cher. Oui, bien sûr. Quelle question on lui poserait, concrètement? Comment faire du foncier un bien commun? C'est une très belle question à lui poser. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Très clair, très intéressant. On a appris des anecdotes. Oui, sur Estville. On comprend mieux le logement grâce à vous. Sûrement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Au coin de ma rue.